Ça fait maintenant un mois que j'ai le MacBook et c'est l'occasion maintenant de faire un petit bilan de pourquoi je suis passé chez Apple et qu'est-ce que j'ai passé en premier, quel appareil j'ai fait en premier et pourquoi j'ai fait ces choix, etc. Et il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur l'écosystème d'Apple parce que oui, c'est cher, mais ce n'est pas la question en fait. Et bien sûr, tous les produits Apple et même les autres que j'ai parlé dans cette vidéo, vous les retrouverez dans la description comme toujours. J'ai commencé l'aventure Apple avec l'iPhone et pour une très grosse raison, c'est pour la raison que en fait, c'est la chaîne YouTube. Faut savoir qu'aussi avant j'avais un iPhone 3GS, un iPhone 4, mais c'est des téléphones que j'ai pas gardé très longtemps, je pense moins d'un an, et c'était mes tout premiers téléphones. Ensuite je suis passé du côté Android avec le 7X, enfin vraiment les gros, j'ai eu plein de petits téléphones à la con, dont un Samsung J1 qui était assez intéressant, le Samsung J1. Et il y a eu le Honor 7X, le Honor 10 et le Pixel 4a. Et c'est des téléphones que j'ai jamais gardé, hormis le 10 que j'ai gardé presque 2 ans, je pense. Et ensuite, je suis passé à l'iPhone 11 assez récemment, donc il y a un an. Déjà, ma raison du changement du Pixel 4a au l'iPhone 11, c'est très simple, c'est qu'on était l'été dernier. Et les étés, maintenant, il fait super chaud, comme tous les étés en fait, il fait chaud. Le souci, c'est que je fais des vidéos et quand on a un téléphone qui est certes excellent en photo, mais qui en vidéo on est obligé d'être en 4K permanent parce que si on est en 1080p, il y a beaucoup de grains dans la vidéo. Donc à chaque fois, ce que je faisais avant, c'est que je prenais ma vidéo en 4K et je la downscalais en 1080p, ce qui avait un meilleur rendu que de la 1080p pure. Le souci en faisant ça, c'est que le téléphone, à chaque fois, à force de chauffer en fait, il tenait pas plus de 20 minutes de tournage, donc c'est peu. Et mon besoin, clairement, quand j'ai changé de smartphone, c'était un téléphone qui puisse faire de chouettes vidéos, pourquoi pas quelques photos, mais surtout de la vidéo. Et il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en réalité, on va avoir tout ce qui est haut de gamme de beaucoup de marques, peu importe. On a aussi Samsung qui est assez réputé, sauf que Samsung, le problème c'est que je déteste Samsung parce que c'est un système qui est un peu bipolaire. J'en ai déjà parlé un peu, mais le problème c'est qu'on a toujours un doublon d'applications entre les applications Samsung et les applications Google, ce qui est complètement stupide parce qu'on a deux fois la même application et ça dans un souci de simplicité, je n'aime pas Samsung. Et le second choix évident, c'était l'iPhone, parce que l'iPhone, en fait, il y a beaucoup d'avantages. C'est des téléphones que je regardais déjà depuis très longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps parce que en fait, le coût d'entrée est quand même assez cher. Et l'iPhone 11, je l'ai eu je l'ai eu à 400 € l'iPhone 11. En vidéo, l'iPhone, il m'a jamais déçu. En plus, avec son ultra grand angle, on peut faire quand même pas mal de choix de choses. Et l'iPhone, il a aussi quelque chose que j'aime beaucoup et que on a un peu, enfin, on a vraiment cette sensation quand on passe à l'iPhone comparé à un autre téléphone, c'est qu'on a un écran qui est plus large en fait, qu'il est vraiment plus large. Enfin, même pour le clavier virtuel, c'est vachement plus agréable de l'utiliser. Même pour regarder les vidéos YouTube, même si maintenant des vidéos, je n'utilise plus du tout le smartphone pour regarder quoi que ce soit. Maintenant, le téléphone, c'est vraiment un outil plus un outil, réellement un outil, plus que quelque chose pour me divertir. Et ce qui m'a fait tomber sur le charme d'Apple définitivement, c'est toute la philosophie de simplicité de l'OS. Et aussi, surtout, c'est que les développeurs ont une espèce de charte qui respecte à peu près. Par exemple, au niveau des widgets, je suis un trop gros fan des widgets même. Et les widgets d'iOS sont très pertinents et ils fonctionnent admirablement bien. Encore plus avec le prochain iOS qui va sortir, iOS 17, avec des widgets interactifs, et ça j'aime beaucoup. Et aussi, comme j'en ai un peu parlé, ce que j'adore avec Apple, c'est la politique de mise à jour. Chaque septembre, attendre la nouvelle mise à jour et me dire waouh, il y a tout ça qui se met à jour et je paye pas pour ça en fait. C'est quelque chose qui est offert dans mon téléphone et c'est un produit qui est mis à jour, etc. Et c'est pas le matériel qui fait la nouveauté, c'est le logiciel chez Apple. Et c'est ça qui est excessivement bien. C'est que certes, on paye le produit cher, même si quand on achète dans reconditionné ou en occasion, on peut vite faire baisser les prix. Et aussi, c'est la qualité de fabrication de la marque qui est exceptionnelle. Que ce soit n'importe quel produit d'Apple que j'ai eu, à chaque fois, c'est des produits qui sont finis à la perfection. Merci Johnny Ive pour ça. Et juste, c'est un vrai plaisir d'utiliser le matériel au quotidien. Enfin, quand on regarde un MacBook, on a une brique d'aluminium et c'est super plaisant de l'utiliser. C'est un peu pareil pour l'iPhone 11, même si maintenant il commence à avoir vraiment de la bouteille. Il a 4 ans et pourtant, il répond encore à mes besoins. Et c'est ça que j'adore avec Apple. Le gros avantage de l'iPhone aussi pour moi, c'est tout simplement l'Apple Watch. Et cet Apple Watch, je l'ai depuis février 2023, donc février en fait de cette année. C'est juste un inséparable. C'est pareil, cet Apple Watch, c'est une Apple Watch série 7. En version 41 mm, non 4G. Et cette watch, pareil, je l'ai eu dans les 350 €, une série 7, donc c'est une série qui est très récente parce qu'on est à la 8, bientôt la 9. Et la série 7 n'est pas un choix par défaut. J'aurais pu prendre une SE, une SE2, une 6 ou une 5 ou une 3, peu importe. Mais la série 7, il y avait un réel enjeu. Le souci, c'est que j'ai un petit poignet
Et il me fallait absolument un modèle qui soit petit, donc un modèle, le petit modèle de chaque génération, donc on a les 40-41 mm. Le problème c'est que quand on réduit la taille de la montre, on réduit aussi beaucoup la taille de l'écran, et ça peut être compliqué. Depuis la série 7, et ce qu'on ne retrouve pas sur la SE et la SE2, c'est qu'on a un écran qui est vachement plus bord à bord, ce qui fait que j'ai un plus gros affichage, et en réalité j'ai presque un affichage de série 6 44 mm. Autant cet argument sur la 44-45 mm maintenant, ça sert pas à grand chose, autant sur la 41, c'est vachement utile. Et tout comme l'iPhone, ce que j'adore avec cette montre là, c'est la politique de simplicité qu'il y a derrière et la politique de mise à jour. C'est pas le matériel qui fait les nouveautés principalement, c'est souvent le logiciel. Avant l'Apple Watch Series 7, j'avais une montre connectée, j'ai eu que elle. C'est une Huawei GT2, GT2 42 mm, donc c'est les versions toutes petites, où on a presque c'est même pas un système d'exploitation, je sais même pas si on peut appeler ça un système d'exploitation, parce qu'il y a très peu de choses qu'on peut faire dessus, c'est souvent très bridé par le constructeur. Contrairement à ça, on a un réel système d'exploitation dessus, et chaque année on a de réelles grosses améliorations. Évidemment l'Apple Watch ça me sert à recevoir tout ce qui est notifications. À noter que moi j'utilise les notifications uniquement pour les appels et les messages, donc tout ce qui est messagerie, donc même pas les messageries de réseaux sociaux parce que ça c'est coupé totalement. Donc en réalité je reçois très très peu de notifications et ça évite de me faire vibrer le poignet toutes les 4 secondes parce que sinon ça peut être vite être chiant. L'idée bien sûr aussi c'est de moins utiliser le téléphone quand je reçois une notification, quand j'ai besoin d'accéder à une information, genre style la météo etc. Boum, je fais ça et j'ai mon calendrier, j'ai ma to-do list de rappel et tout ça sur le poignet. Donc et vu que la montre, je l'ai toujours avec moi, j'ai pas besoin d'emporter mon téléphone partout où je vais, du moins dans la maison. Et l'Apple Watch pour le côté sport, c'est juste phénoménal avec les petits cercles qu'on peut compléter tous les jours. La gamification qui est fait là-dessus est très sympathique. Enfin, c'est plus plaisant en fait de partir courir avec ça, parce que je fais du running pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vachement plus plaisant de le faire avec ça, sachant que maintenant, depuis WatchOS 9, on a les zones cardiaques qui sont prises en charge dans l'Apple Watch, ce qui fait qu'on peut réellement faire du Pareto quand on va courir, donc s'entraîner dans la zone 2-3 maximum, parce qu'au-delà, en réalité, il n'y a pas gros intérêt. On fait 80% de son entraînement dans les zones 2 et 3. Et franchement, la montre avant ne me le faisait pas, alors que l'Apple Watch le fait, et le fait admirablement bien. Avec la chier de widgets qu'on a sur l'Apple Watch, je peux avoir rapidement mon calendrier, etc. Donc ça, j'ai une watch face dédiée pour ça, qui est tous les jours et que je garde quasiment tout le temps la même, qui me permet juste de, en un petit coup d'œil, voir quels sont mes prochains rendez-vous, quelle est la température dehors, etc. Pouvoir compléter mes to-do list, pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais tout ça depuis le poignet. Au-delà de ça, maintenant que j'utilise Reminder d'Apple, donc l'application rappel, en fait, je peux juste appeler Siri et dire hey, rappelle-moi de faire ça quand je suis là-bas à telle heure. Et ça fait un gain de temps fou, peut-être plus de 50% de mes entrées. Donc GTD, hein, donc Getting Things Down. La première étape de Getting Things Down, c'est de capturer ce qu'on a en pensée pour pas l'oublier. Et là, j'utilise Siri pour me rappeler de tout. Ça va dans la liste inbox et après je redispatch un peu partout. Et le contre-coup d'avoir un réel système d'exploitation vraiment complet sur la watch, c'est la batterie. Sauf que la batterie en réalité, ça dure un jour et demi, même pour une version 41 mm. Alors moi la particularité c'est que je garde la montre pour dormir parce que du coup ça analyse mon sommeil et j'aime bien avoir de la donnée de tout ce que je peux faire. Donc si je peux avoir de la donnée sur le sommeil, j'aime bien l'avoir, donc je la garde pour dormir. Mais du coup, pour la recharge, déjà on est sur une série 7, du coup on a une recharge plus rapide que les anciennes. Il y a réellement eu un gap entre la 6 et la 7. Du coup, pour la recharge, ça prend en général moins d'une heure, sachant que quand je me lève le matin, elle est souvent entre 30 et 40%. Donc ça prend réellement moins d'une heure. Et ce que je fais, c'est que je me lève, je la pose sur son socle, je vais prendre ma douche, je fais les petits trucs du matin, et juste avant de partir aller au travail, je la reprends et c'est tout en fait. Finalement, c'est presque transparent dans mon utilisation. Et plusieurs mois après l'achat de l'Apple Watch, j'ai acheté un MacBook Pro et c'est réellement le gros gap qui m'a fait passer réellement chez Apple définitivement. Avant, j'avais un mix de iOS et WatchOS et de Windows. Le souci, c'est que si on a réellement envie d'exploiter les appareils à fond, il faut vraiment avoir l'écosystème partout. Et moi, ce que je recherche maintenant dans mes usages, c'est vraiment de la simplicité au maximum. Si j'ai envie de faire une vidéo, j'ai juste envie de tourner ma vidéo, pas trop me prendre la tête. Si j'ai envie de faire un montage, j'ai envie de le faire partout où je veux, sans contrainte. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la simplicité. Et surtout que j'étais arrivé dans une période où j'en avais marre de rester dans ce putain de bureau avec ce juste PC Windows. Je prenais mes laptops Windows et je me mettais partout où je voulais pour travailler. Donc j'avais envie de mobilité. Donc si j'ai envie de faire quelque chose sur un PC en général, je prenais maintenant, hormis pour le montage vidéo que le PC portable pouvait pas faire, j'utilisais quasi exclusivement mon PC et mon laptop. Et le problème que j'avais, c'est que du coup j'ai deux machines, une fixe et une portable.
alors qu'en fait je pourrais tout simplement avoir une machine qui puisse tout faire et dégager toutes les autres machines et juste simplifier ma vie. Et donc l'achat du MacBook, ça s'est fait sur plusieurs mois, vraiment plusieurs mois. Quand j'ai eu mes vacances, j'ai craqué et j'ai juste pris le MacBook comme ça, donc à 2100 euros au lieu de 2400 le prix annoncé. Donc j'ai quand même 300 balles déjà d'économiser juste parce que je l'ai pris en warehouse chez Amazon. Le choix du MacBook, bon c'est simple parce que c'est un PC portable et que je veux qu'une machine. Le choix d'un MacBook Pro, il n'est pas justifié parce qu'en fait c'est just because I can, j'ai acheté un MacBook Pro, mais la réalité c'est que n'importe quel MacBook Air m'aurait suffi. Ce MacBook c'est une version 14 pouces et pas 16, pour la simple et bonne raison que le 16 ne passe pas dans mon sac Peak Design. Du coup si j'ai envie d'apporter ce PC partout, il faut que je le mette dans mon sac, et si le PC passe pas dans le sac, je peux pas l'emmener partout. Aussi ce qui est chouette c'est qu'on n'a pas d'écran 16 neuvième, donc on gagne beaucoup en hauteur sur l'écran. Encore plus maintenant avec l'encoche qu'il y a sur le PC, donc on gagne vraiment encore plus d'auteur sur l'écran et ça c'est cool. Et en réalité cet écran, alors pas 4 tiers parce que c'est peut-être un peu abusé, mais un bon 3 deuxièmes, en fait c'est largement plus agréable à utiliser que du 16 neuvième qu'on retrouve partout sur n'importe quel laptop Windows. Et si on parle du matériel, c'est comme ça pour n'importe quel composant du PC, que ce soit des haut-parleurs qui sont les meilleurs haut-parleurs que j'ai jamais entendus sur un PC portable, je suis pas le seul à le dire et c'est normal. L'écran, pareil, juste le châssis est incroyable. Le point à noter, c'est que, alors oui, le MacBook Pro est plus épais qu'un MacBook Air, sauf qu'en fait, ça se voit pas. À l'utilisation, ça se voit pas parce que quand on compare n'importe quel autre PC Windows, ils sont pas plus fins en fait, ils font de la même taille. Le clavier, il est excellent avec le petit rétroéclairage qui, quand on l'utilise plus au bout d'une minute, ça on peut le configurer. Boum, ça s'éteint et ça économise un peu de batterie. Le trackpad qu'on peut cliquer partout, le trackpad, je n'ai jamais vu un trackpad aussi incroyable sur un PC. Réellement, le trackpad est juste pour le trackpad, n'importe quel matériel de ce PC est bien pensé. Là où je l'attendais un peu, c'est sur la batterie et j'ai été un peu déçu. Je pensais qu'il allait durer peut-être 2-3 heures de plus que ce que j'aurais espéré. Là, le PC il me tient facilement, mais alors facilement une journée entière de travail avec une heure de montage vidéo, mais alors vraiment sans souci. Donc c'est que la longévité de la batterie, je m'attendais à mieux, mais en réalité elle est déjà excellente. Et ce qui est encore mieux, c'est que même sur batterie, quand on utilise par exemple DaVinci pour faire du montage vidéo, la batterie ne s'effondre pas d'un coup. Alors oui, ça va plus consommer que si on faisait autre chose, mais la batterie va pas juste s'effondrer d'un coup et on garde les performances de la puce M2 Pro dans mon cas. Et j'aime bien aussi faire la comparaison de ce PC avec plus un téléphone. Faut pas vraiment le considérer comme un PC, c'est plus un téléphone XXXL, un iPad XXXL. C'est vraiment un outil que j'éteins jamais, que juste toujours en veille, donc quand j'en ai pas l'utilité, je le clappe. Et quand j'en ai besoin, boum, je l'ouvre. C'est ultra fluide d'utilisation. Quand je suis pas chez moi, même sans devoir aller sur le téléphone, partage de code, etc. Là, je peux activer le partage de code du téléphone depuis le Mac, ce qui est juste génial. C'est en termes d'utilisation. En un clic, je fais ce que j'aurais dû faire en peut-être 6, 7, 8 clics, sachant qu'il faut que j'ai mon téléphone vraiment dans la poche, etc. pour activer le partage de co. C'est compliqué alors que là on a juste un clic et boum, ça marche. Évidemment, on est sur les nouveaux MacBook Pro, donc tout ce qui est connectique, j'ai 3 ports Thunderbolt 4 où je peux juste brancher le chargeur et il recharge sur n'importe quel port, donc très simple d'utilisation. On a une carte SD qui pourra me servir pour plus tard, on a plein de petits ports, etc. qui me servent pas en réalité. Le MagSafe, je m'en suis jamais utilisé parce que j'en ai pas besoin vu que je l'utilise en USB-C. Et on retrouve le même délire que l'iPhone, l'Apple Watch, c'est qu'on a un système qui est extrêmement simple à utiliser. Faut pas se prendre la tête, tout est assez simple et même les raccourcis clavier sont facilement mémorisables malgré le fait qu'on ait beaucoup de touches d'appel, donc des touches d'appel pour faire une combinaison. Alors on a la touche commande, on a la touche contrôle, on a la touche maj, on a la touche option et on a parfois la touche fonction, mais la FN. C'est un peu bordélique, mais en réalité on s'y retrouve réellement assez facilement une fois qu'on comprend comment le système fonctionne. Dans n'importe quelle application d'ailleurs, les raccourcis clavier sont un peu uniformisés. Dans n'importe quelle application, si j'ai envie d'accéder aux paramètres rapidement, je fais un commande point virgule, boum, ça me met les préférences de l'application. Et ça dans n'importe quelle application. Et c'est vachement chouette de retrouver cette uniformité vraiment partout, mais alors vraiment, mais vraiment partout. Même sur l'Apple TV, on a cette uniformité dans les applications, on a toujours la barre des tâches, la barre des menus de chaque application tout en haut. Et c'est juste super simple de s'y retrouver, on a toujours les mêmes choses au même endroit, peu importe quelle application on utilise. Outre tout ça, le Mac il m'a permis de faire pas mal de choses, notamment en termes de vidéo. Pour les tournages vidéo maintenant, avant ce que je faisais, c'est que je filmais directement depuis l'iPhone. Fallait
ensuite que je attende que l'iPhone se synchronise avec iCloud pour pouvoir récupérer, pour pouvoir télécharger la vidéo sur le PC. Là, je suis depuis OBS et avec macOS Ventura qui est apparu l'année dernière, bah, je peux juste utiliser mon téléphone comme caméra, comme ce que je fais actuellement. En termes d'utilisation, c'est vachement plus simple parce que le fichier, une fois que j'ai terminé la vidéo, il est directement sur le PC. Et qu'est-ce que je fais après? Bah, je fais mon montage, et le montage, au trackpad c'est pas simple, du coup je prends la souris, bientôt j'aurai le clavier qui va avec, il manquera plus que l'écran, et je pourrai utiliser le PC en mode fermé, boom, clapé, avec un petit dock, et ça sera le feu, parce que du coup je branche un câble, et boum, j'ai mes périphériques comme j'utiliserais un PC de bureau. Si on reparle un peu de l'écosystème Apple, c'est pareil, c'est que je reçois un appel, alors je le reçois sur l'Apple Watch, mais je le reçois et j'y réponds maintenant tout le temps depuis le PC. C'est que on m'appelle, je suis sur le PC, je réponds sur le PC, il y a les micros qui sont intégrés qui sont bons, qui sont pas excellents mais qui sont bons. Ça suffit amplement pour une conversation téléphonique qui va durer 2-3 minutes. Et c'est juste trop bien quoi. Il n'y avait pas besoin d'utiliser mon iPhone en train de charger. Je suis sur le PC dans une autre pièce, je peux quand même décrocher depuis mon PC et puis cool, ça marche. Pareil pour les messages, pareil pour les photos. Les photos, j'en ai pas parlé, mais ça c'est super chouette. Maintenant que je suis passé sur Apple Photo, enfin la photothèque d'Apple, la photothèque est aussi synchronisée sur tous mes appareils, donc aussi l'Apple TV, donc je peux regarder des vidéos ou des photos, pour les montrer à des gens depuis l'Apple TV, ce qui est plus sympathique que juste d'ouvrir le PC ou de montrer sur le téléphone. Quand je prends des photos, ça va directement dans la photothèque, et vu que la photothèque est synchronisée avec mon Mac, je peux récupérer mes photos boum boum à la volée. Et un des gros changements que j'attendais vraiment, vraiment beaucoup, c'est juste l'application Reminders que j'utilise excessivement. Je suis un gros utilisateur d'applications de gestion de tâches. J'ai d'abord utilisé Google Tasks, qui est très limité, donc je suis passé sur Todoist. Et Reminders, c'est juste le feu parce que je peux ajouter des tâches avec Siri. J'ai l'application mobile et macOS qui sont très bien pensées l'une avec l'autre. On a quelque chose de très simple à l'usage et c'est des applications natives qui maintenant sont tellement puissantes, mais alors tellement puissantes et encore plus très prochainement avec les widgets interactifs. On a aussi une vue Kanban qui va sûrement me permettre de gérer mes vidéos directement via Reminders au lieu qu'avant que je passais par Notion, et je passe toujours par Notion. J'utilise Notion que pour ça, donc c'est vraiment stupide, pour être poli, d'utiliser une application juste pour un usage précis, alors qu'en fait Reminders ferait très très bien le travail. Et je pense que le jour où, en septembre, quand tous mes appareils seront mis à jour et que j'aurai cette vue Kanban, je vais aller migrer là-dessus pour la gestion des vidéos parce que ça va être tellement plus simple. Et je me suis mis aussi à utiliser 2-3 petites applications d'Apple, et il faut dire ce qui est, c'est que les applications d'Apple natives, des fois il y a quelques manques, mais en réalité la plupart du temps elles se suffisent à elles-mêmes, et elles sont devenues plutôt puissantes au fur et à mesure du temps, et c'est leur seul défaut en fait, c'est d'être exclusive Apple et qu'on puisse pas les retrouver ailleurs. Enfin bref, ce MacBook maintenant je le lâcherai pour rien au monde, je pense que je vais le garder encore de très très longues années. Et c'est ça aussi qui est cool, encore une fois, c'est que c'est un matériel qui va déjà bien se revendre, que je vais garder très longtemps, et que c'est des appareils qui se mettent à jour assez longtemps, même si on a un peu plus ce côté jetable chez Apple que sur les autres constructeurs. Par exemple, vu que c'est une puce soudée, on n'a pas de la RAM, on a de la mémoire unifiée, donc c'est pas des choses qu'on peut upgrader. Mais hormis ça, franchement, c'est du matériel qui est quand même vachement fiable, et que il y a très peu de chances qu'il tombe en panne. Et 3 semaines après l'achat du MacBook, je devais acheter avant le MacBook l'Apple TV pour remplacer ma Fire Stick d'Amazon. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que les Fire Stick d'Amazon sont lentes, et au bout d'un moment ça devient chiant. Mon Apple TV fait presque rien de plus que ce que faisait ma Fire Stick, mais elle le fait beaucoup mieux. L'Apple TV que j'ai, c'est la 2021 avec option Ethernet. Je ne l'ai pas acheté neuve encore une fois, donc vraiment tous mes appareils Apple, je les achète jamais neufs. Donc je l'ai eu à 160 euros pour normalement annoncer à 190 euros. Celle-ci, je l'ai acheté à un particulier. Ça me permet d'avoir accès à HomeKit malgré que j'utilise beaucoup Home Assistant. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je présente un peu ma domotique. J'utilise aussi HomeKit pour un usage très précis. C'est le niveau de la géolocalisation qu'il y a avec l'iPhone qui est faite. Et en fait, ça me sert tout simplement à quand je rentre dans ma maison, ça allume les lumières, et quand je pars, ça éteint les lumières, et ça éteint aussi la TV en cas que je l'ai oublié. Et juste au quotidien, c'est super chouette. Donc quand je rentre le soir, il y a une petite lumière douce. Quand je rentre en journée, il n'y a pas une grosse lumière, il y a juste une petite lumière d'ambiance qui se met. Et le choix du modèle 2021, il est très précis. C'est aussi pour l'Apple Remote. L'Apple Remote qui reprend le même design que les nouveaux iPhones, que les MacBooks. C'est une brique, c'est une petite télécommande en forme de brique. Donc déjà la simplicité de la télécommande, j'aime beaucoup avoir une télécommande avec rien dessus, juste on a
ce qu'il faut et rien de plus. Par exemple, le bouton d'appel de Siri, il est sur la tranche droite, exactement comme l'iPhone. Si j'ai envie d'appeler Siri, ça marche exactement de la même manière d'ailleurs pour l'Apple Watch. On a la Digital Crown à droite et quand je maintiens mon clic, tout comme je maintiens mon clic sur le bouton Power de l'iPhone et tout comme je maintiens mon clic sur l'Apple TV, sur le bouton Siri, et peu importe le device sur lequel je suis, c'est toujours la même manipulation. On n'a pas un geste à retenir par device, parce que sur chaque device d'Apple, c'est toujours le même geste pour faire la même action. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite option tactile qu'on a ici. En fait, ça, c'est un pad tactile, mais qui n'est pas totalement tactile. Donc, ça veut dire que si j'appuie sur les boutons droite, gauche, au bas et OK, en fait, c'est réellement des boutons physiques. Donc, je peux naviguer avec juste en slidant comme ça, au lieu d'appuyer sur les boutons. Et quand j'ai envie de valider quelque chose, je clique. Et bien sûr, on est sur une Apple TV, donc quand j'ai besoin d'entrer du texte sur l'Apple TV pour mettre l'IP de mon serveur Jellyfin dans l'application Jellyfin, je peux utiliser le clavier de mon téléphone. Il y a une notification qui pop, je clique dessus, boum, ça se fait ultra rapidement. Et même chose avec la télécommande. Si la télécommande, je l'ai posée à l'autre bout de la cuisine, je peux soit utiliser le téléphone si je l'ai dans les mains, ou soit utiliser carrément mon Apple Watch comme remote, donc comme télécommande pour pouvoir juste contrôler la télé à distance. Et c'est encore une fois cette interactivité dans l'écosystème Apple, une fois qu'on a tous les appareils chez Apple, qui est super sexy à utiliser. Ah, et aussi avec le Mac, on peut juste faire un petit clic et on peut screencast, on peut dupliquer son écran du Mac sur sa TV en un clic. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Mais Apple ont su s'entourer d'accessoiristes très compétents. Par exemple, Peak Design, qui font des sacs que j'aime beaucoup. Et aussi, j'ai une coque d'iPhone 11, Peak Design, qui alors déjà ajoute le MagSafe à l'iPhone 11, alors que l'iPhone 11 n'est pas MagSafe. Mais une coque qui est réellement plaisante à utiliser. On a une espèce de tissu un tissu qui est très bien fini. Et réellement, c'est con, mais au toucher, ça n'a rien à voir avec n'importe quelle autre coque du marché. On a un accessoire qui est juste tellement plaisant à utiliser. Les prochains appareils que je vais me prendre chez la marque, je pense que ça va être très clairement les AirPods Pro 3 quand ils seront annoncés. Pourquoi les 3? Parce que tout simplement j'ai besoin d'USB-C. Donc je vais pas prendre les deux alors que je sais personnellement que les 3 vont peut-être sortir. Et s'ils sortent, ils sortiront avec l'USB-C. Donc je vais attendre patiemment. Même si j'utilise assez peu mes écouteurs, en réalité je les paye presque 50 balles. Parce que si je vends mes Nothing Ear One et j'ai déjà vendu mon casque Corsair, c'est deux appareils qui remplissent la même fonction. Et en réalité, le fait de vendre ces objets, ça amortit à fond le prix que je vais payer pour les AirPods. Donc si les AirPods sortent à 300 € et si je vends mes appareils 200 € et 50 €, ça me fait que 50 € d'achat vu que j'ai vendu mes anciens appareils qui remplissaient la même fonction pour un nouvel appareil, sauf que j'ai payé que 50 €. Et pourquoi les AirPods? Tout simplement parce que j'ai besoin de multipoints et j'ai besoin que quand je parte courir, j'ai juste à prendre mes écouteurs, ça se connecte directement à l'Apple Watch. Je vais courir. Quand j'ai envie d'écouter quelque chose sur l'Apple TV, je prends mes écouteurs et je regarde quelque chose sur l'Apple TV si j'ai besoin d'être tranquille. Mais c'est vraiment encore une fois la simplicité d'usage que j'admire chez Apple. Et aujourd'hui, ce qui devient compliqué, c'est d'attendre septembre pour avoir les nouveautés logicielles sur tous mes appareils. Et réellement, encore une fois, ce qui fait la force d'Apple, c'est la qualité de son matériel, la qualité du software et la politique de mise à jour qui est juste phénoménale, qui s'étend sur presque 7 ans pour la quasi-totalité des appareils. On retrouve ça juste nulle part ailleurs. Alors bien sûr, j'ai passé sous silence pas mal de petites choses, peut-être parce que je l'ai oublié, peut-être parce que c'est pas important. J'ai aussi passé sur silence tous les défauts d'Apple, parce qu'il y a beaucoup de défauts chez Apple. Par exemple, cette Apple Remote, il y a une puce qui permet de la localiser avec Find My, mais qui est bridée logiciellement. Ça, le bridage logiciel, c'est quelque chose qui est très pratiqué chez Apple et c'est un truc que je trouve plutôt dommage. Je suis pas un fanboyisme total, je dis pas qu'Apple c'est vraiment trop bien et tout. Enfin si, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'aspects de chez Apple que je n'aime pas. Bien sûr que la marque a pas mal de défauts, mais en réalité, ça reste une marque qui a moins de défauts que la plupart des autres marques. Donc, dans un souci écologiste, si on peut dire ça comme ça, je préfère avoir du bon matériel qui tienne très longtemps que renouveler mon matériel très souvent, mais qu'au final, en fait, c'est même pas du matériel que j'ai plaisir à utiliser. C'est vraiment la grosse nuance entre le reste et Apple pour moi aujourd'hui. Si vous avez des sentiments complexes, je vous invite à les mettre en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!